Bonsoir, voici les titres de ce journal. Le président des États-Unis avoue une relation déplacée avec Monica Lewinsky. Il risque une procédure de destitution pour parjure. L'IRA véritable revendique l'attentat d'Omagh en s'excusant pour les victimes civiles. Première funérailles aujourd'hui de femmes et d'enfants. Tandis que les affaires de dopage dans le cyclisme continuent, en Italie, joueurs et entraîneurs de football convoqués par la justice. L'écrivain Julien Green est décédé jeudi dernier à Paris, à l'âge de 97 ans. Il rédigeait chaque jour son journal depuis 1919. Après 4 heures de comparution via la vidéo devant un jury populaire, le président des États-Unis, Bill Clinton, s'est adressé directement à ses concitoyens. Il a reconnu avoir fait son mea culpa devant la justice, tout en dénonçant l'ingérence excessive du procureur dans sa vie privée. Le président américain a admis avoir eu une relation, je cite, qui n'était pas convenable avec l'ancienne stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. De Washington, Dominique Derda nous fait le récit de ces heures exceptionnelles dans la vie politique américaine. Oui, j'ai bien eu avec mademoiselle Lewinsky une relation qui n'était pas convenable. C'était une erreur. Ce fut de ma part une grave erreur de jugement et un manquement personnel dont je porte seul l'entière responsabilité. Mais j'ai déclaré au grand jury, et je vous le répète ce soir, je n'ai jamais demandé à quiconque de mentir, de cacher ou de détruire des preuves, ni de commettre quoi que ce soit d'illégal. Je sais que mes déclarations et mes silences sur cette affaire ont donné une impression fausse. J'ai trompé le public, y compris ma propre femme. Je le regrette profondément. En direct à la télévision, devant l'Amérique tout entière, Bill Clinton se livre à l'exercice le plus périlleux de sa carrière. Il fait son mea culpa, tout en réclamant le droit, comme tout homme, au respect de sa vie privée. Désormais, cette affaire ne concerne que moi et les 2 personnes que j'aime le plus, ma femme et notre fille, ainsi que notre Dieu. Je dois réparer cela et je suis prêt à faire tout ce qui sera nécessaire pour y parvenir. Rien n'est plus important pour moi personnellement. Mais c'est une question privée et j'ai l'intention que ma vie de famille ne relève que de ma famille. Cela ne regarde personne d'autre que nous. Même les présidents ont une vie privée. J'ai honte. C'est honteux d'avoir un président qui ment à son propre peuple. C'est une honte de voir un président se mettre dans une situation pareille. C'est pas parce qu'il a trompé sa femme qu'il n'est pas un bon président. Il a commis une erreur, c'est humain. Maintenant, passons à autre chose. Passer à autre chose et au plus vite, c'est justement ce que souhaite Bill Clinton. C'est pour cela qu'il a choisi enfin de dire la vérité, sans doute pas toute la vérité, mais suffisamment, espère-t-il, pour conserver le soutien d'une majorité de ses concitoyens. Sa prestation télévisée pourtant est loin de mettre un terme à l'affaire qui depuis 7 mois ébranle la Maison-Blanche. Nous devons défendre les intérêts du peuple américain, même s'il faut pour cela passer par une crise constitutionnelle. Ken Starr, le procureur indépendant, qui hier après-midi a passé pendant plus de 4 heures Bill Clinton à la question, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Celui que ses détracteurs accusent de mener une véritable chasse aux sorcières ne se contentera pas des déclarations du président américain. Il a repris dès ce matin les interrogatoires de proches de Bill Clinton et devrait, pense-t-on, remettre son rapport au Congrès en septembre prochain. Bill Clinton aurait révélé le week-end dernier la vérité sur sa liaison avec Monica Lewinsky à ses proches collaborateurs. Cet aveu présidentiel aurait causé beaucoup de déception, dit-on, dans son entourage. Il est vrai que Bill Clinton n'en est pas une demi-vérité ou un demi-mensonge près. Commentaire Maryse Burgot. C'était il y a 7 mois, lors d'une conférence de presse. Bill Clinton niait catégoriquement avec son épouse à ses côtés avoir eu une relation sexuelle avec Monica Lewinsky. C'est pourtant le même homme qui a reconnu hier soir devant des millions d'Américains avoir eu une relation déplacée avec cette même jeune femme. Bill Clinton ou l'homme des demi-vérités. Le président américain ne ment jamais effrontément, mais lorsqu'il est dans la tourmente, il s'en sort en parlant de façon imprécise et ambiguë. En 92, alors qu'il est accusé d'avoir échappé par piston à la guerre du Vietnam,
Il évoque le coup de pouce qui l'aurait éloigné par hasard des champs de bataille. La même année, il nie à la télévision, toujours avec son épouse à ses côtés, avoir eu une liaison de 12 ans avec une maîtresse. Là aussi, il joue sur les mots. Cette liaison avec la blonde Jennifer Flowers n'a peut-être pas duré 12 ans, mais elle a bien existé. Ce jour-là, Hillary était aux côtés de son mari, à l'antenne. Combative et affichant une confiance sans faille à son mari. Mais hier soir, la première dame des États-Unis n'était pas à l'antenne. Sa dernière apparition publique date de dimanche dernier, la veille de la comparution de son mari. Hillary Clinton est-elle depuis hier soir une épouse blessée qui se sent trahie, ou savait-elle déjà tout bien avant le témoignage devant le grand jury? À ces deux questions, le public n'a pas de réponse. On sait seulement que cette avocate de caractère est l'une des plus proches conseillères du président. Est-elle allée jusqu'à le guider dans la rédaction de son allocution télévisée? Sans doute, disent certains experts, qui voient en cette première dame une femme de fer capable de tout affronter. En direct de Washington, Dominique Derda. Dominique, que va-t-il se passer maintenant pour le président des États-Unis? Mais d'abord, dans un premier temps, il va partir en vacances, le président des États-Unis, avec sa femme Hillary et leur fille Chelsea. Ils partent pendant une douzaine de jours, dès cet après-midi, ici à Washington, dès ce soir en heure française. Ils partent pour une petite île très chic sur la côte du Massachusetts, à l'est des États-Unis. Pendant ce temps, lui, le procureur Ken Starr, eh bien, il continue son enquête et il n'a pas fini. Il a encore quelques longues semaines devant lui avant de remettre son rapport au Congrès. Et si Ken Starr parvient à prouver que Clinton a commis un délit d'obstruction de justice ou de parjure, eh bien, le Congrès pourrait tout à fait, en tout cas légalement, pourrait décider d'entamer une procédure de destitution. Cela dit, sincèrement, c'est pas très probable parce que d'abord, c'est une procédure très longue qui exigerait qu'on entende encore des dizaines et des dizaines de témoins, parce que le Congrès va bientôt connaître une période d'élection en novembre, et puis parce que Clinton, et c'est sans doute la raison essentielle, parce que Clinton est toujours au sommet des sondages, il recueille plus de 60% d'opinions favorables, et c'est énorme. Cela dit, quoi qu'il arrive, on peut d'ores et déjà dire que Starr a gagné et que Clinton a perdu une bataille, celle de la crédibilité. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, Bill Clinton restera sans doute dans l'histoire comme le président américain qui a eu une relation déplacée, comme il a dit, avec une jeune stagiaire à la Maison-Blanche. Merci. En Irlande du Nord, l'attentat d'Omagh a été revendiqué par l'IRA Véritable, un groupuscule républicain dissident de l'IRA. Le communiqué de revendication souligne que la cible devait être des magasins et présente des excuses aux victimes civiles. 28 personnes ont été tuées, 220 autres blessées, samedi dernier. Ce matin, des familles catholiques et protestantes ont assisté aux premières funérailles en début de matinée parmi ceux qui assistaient aux obsèques en espérant la fin des épreuves meurtrières depuis 30 ans, le prince Charles. Reportage Valérie Fourniou. C'est une mère de 30 ans et son enfant de 18 mois qui vont être dans quelques instants réunis côte à côte, rassemblés dans la même tombe au pied de cette église. Avril Monahan était enceinte de jumeaux lorsqu'elle a été sauvagement assassinée dans l'explosion de la bombe posée par les terroristes irlandais. Une femme si jeune et si aimée ici, si populaire. Avec un bébé, c'est affreux pour son mari Michael. Toute la communauté est comme anesthésiée, c'est une grande perte pour nous. C'était une famille qui s'installait dans la vie. C'est affreux. Une famille cruellement meurtrie. Avril était aussi avec sa mère lors de l'explosion et ses 3 générations de femmes qui ont disparu. Quelques heures plus tard, à Omagh, il y avait foule également. Le prince Charles a tenu à se déplacer et à discuter avec cette population sous le choc, comme Nelly, blessée légèrement lors de l'attentat. Je suis très heureuse de l'avoir vu, ça m'aide beaucoup. Cela montre que quelqu'un s'intéresse à nous. Je pense qu'il était le bienvenu, tout le monde était content de le voir. Un prince qui a tenu à montrer à ses sujets irlandais qu'il partageait leur douleur. Prince Charles, s'il vous plaît, pour la télévision française, quel est votre sentiment actuellement? C'est terrible. Très triste.
Pendant sa visite, l'attentat était revendiqué par l'IRA véritable. Première conséquence politique de ce massacre, l'ensemble des signataires de l'accord de paix, catholiques et protestants, irlandais et anglais, sont désormais décidés à travailler au coude à coude pour préserver la paix, une paix menacée par une poignée d'hommes, 30 terroristes de l'IRA véritable. Les corps de 2 Espagnols, parmi les victimes de cet attentat de Mag, ont été rapatriés. Et puis ce matin à Belfast, dans la capitale de l'Ulster, des milliers de personnes ont écouté en silence l'appel des noms et des âges des victimes. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, doit faire face au manque d'eau et d'électricité. L'OUA a bien demandé aux rebelles de déposer les armes, mais en vain. De nouvelles tentatives d'évacuation d'étrangers sont actuellement en cours. Commentaire Gérard Grisbeck. Désormais, ils partent par bateau. Depuis hier, les autorités congolaises ont rouvert le port fluvial de Kinshasa, Kinshasa privé d'eau et d'électricité. Des Européens, dont des Français, mais aussi des Africains, des Chinois et des Turcs, ont tenté l'aventure sur des barges. De l'autre côté, Brazzaville, avec des soldats français qui veillent pour que tout se passe en bon ordre. Car ces dernières heures, la rébellion a encore marqué des points. Les soldats seraient à 150 km de Kinshasa, ravitaillés par le port de Matadi. Ils occupent toujours le barrage d'Inga et contrôlent donc l'alimentation de la capitale en eau et électricité. Mais les rebelles tiennent aussi l'est du pays. L'état-major s'est installé à Goma, avec à sa tête le commandant Ondeka. Il n'y a même pas de résistance. Je crois que Kisangani, ça sera dans 2 jours et Kinshasa dans 4 jours, je pense. C'est vrai que les rebelles ont l'impression que la victoire est proche, même s'ils sont divisés. En attendant, le président Kabila multiplie les réunions pour sauver son régime. Aujourd'hui, il était au Zimbabwe. Jérôme Baudy, vous êtes en direct de Kinshasa, je crois, en ce moment même, et vous êtes allé à l'ambassade de France à Kinshasa, où il y a une cellule de crise qui a jusqu'à présent organisé le départ des Français. Comment ça se passe ? C'est difficile. Cette cellule de crise travaille effectivement de 7h du matin à minuit. Il y a Huguette qui est au service commercial et puis le docteur Forêt. Ils jonglent avec leur téléphone cellulaire pour donner les derniers renseignements, pour faire le tri entre les demandes très nombreuses. Le problème, c'est que les Français ont beaucoup plus de difficultés que les Belges, par exemple. L'ancienne puissance coloniale, qui est la Belgique, elle a eu l'autorisation d'atterrir à l'aéroport. Un appareil de l'armée de l'air belge a pu embarquer un certain nombre de ressortissants européens, dont des Français d'ailleurs, 40 Français aujourd'hui. Mais pour les autorités françaises, c'est un peu plus difficile. Ça se passe plus souvent par le fleuve, donc par ce qu'on appelle le beach. Mais la situation, d'après le chargé d'affaires, s'améliore aussi un tout petit peu pour les Français en ce qui concerne les évacuations. Mais ici à Kinshasa, comme vous le voyez, la ville est toujours plongée dans l'obscurité et aussi bien les Français qui restent, ceux qui veulent garder leurs biens, que les autres ressortissants étrangers et que surtout tous les habitants de Kinshasa vont encore passer une nuit dans l'obscurité totale avec des questions toujours sans réponse. Où est le président Kabila? À quelle distance exactement se trouve la rébellion de la capitale Kinshasa? Et qui pourra défendre la ville? Merci Jérôme. Dans les quotidiens Le Figaro et Le Monde, aujourd'hui, le chef de la rébellion, M. Arthur Zaidi Ngoma, se réjouit de l'attitude de la France, qui a compris notre action, dit-il. Au Kosovo, les Albanais ont rejeté l'invitation serbe pour une reprise des pourparlers. Ils veulent obtenir l'arrêt de la violence à l'encontre de la population civile. Dans les villages, les forces serbes détruisent tous les bâtiments au lance-flammes pour tenter de convaincre les paysans de ne pas soutenir la rébellion menée par l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Voici le reportage d'Éric Monnier et Jean-François Renou. Ils ont juste eu le temps de se cacher dans un champ de maïs, avant d'assister, impuissants, à la destruction de presque tout ce qu'ils possédaient. Ni les meubles, ni la maison, ni la voiture n'ont résisté au lance-flammes et à la volonté serbe de ne rien leur laisser. C'est l'heure des comptes pour les frères Abelli. On a pu sauver 2-3 couvertures et des matelas. Et puis on a les habits qu'on porte sur nous. Impossible pour les policiers serbes d'occuper tous les villages. Ils savent bien pourtant que derrière chaque paysan albanais se cache un indépendantiste. Que dans ces fermes, leurs ennemis, les combattants de l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, trouvent soutien et réconfort. Alors, ils brûlent et se retirent. Dans ce village de Likots, les Albanais sont revenus. Et avec eux, l'UÇK. Des maquisards toujours aussi méfiants à l'égard des journalistes. Les récents revers militaires ont encore accentué l'inorganisation dans leurs rangs.
Aux questions, des réponses évasives, imprécises. Pourquoi l'UÇK est aussi secrète? Pourquoi ils ne veulent pas nous parler? C'est les lois militaires. Le pari du gouvernement de Belgrade, que cette répression et ces destructions finissent à la longue par remettre en cause le soutien de la population civile à l'UÇK. Sur cette éventualité, dans la montagne, on garde le silence. C'est à Pristina, la capitale du Kosovo, qu'on trouve une réponse. Au Conseil des droits de l'homme, relais officieux de l'opposition kosovare. Ce sont quelques revers qui ont eu lieu, mais non pas décourager les combattants du CK et la population non plus, parce que tout le monde est ici bien convaincu que la victoire sera à nous, parce que nous luttons pour une juste cause et les justes causes ont toujours emporté. C'était notre école. Les Serbes sont venus, ils ont tout brûlé. On ne sait pas où on va apprendre. Tous nos papiers ont été brûlés. À Likots, les policiers ont pris un soin particulier à détruire entièrement les salles de classe. Armes à double tranchant, on pouvait lire dans les yeux de Kosovare et de Kastriote, 2 enfants du village, une détermination à toute épreuve. En Colombie, dans le nord-ouest du pays, près de la frontière du Panama, pendant 3 jours, des combats ont opposé soldats de l'armée régulière et guérilleros. Au bilan, 99 morts de part et d'autre. Le nouveau président colombien, M. Andrés Pastrana, réaffirme pourtant sa volonté de dialogue. En Chine, la population proche du fleuve Yangtze craint de nouvelles pluies. À 150 km à l'ouest de Harbin, dans un site de forage pétrolier, celui de Daking, près de 2000 puits seraient inondés ou fermés. 20 000 soldats tentent de construire une digue après la rupture d'ouvrages importants censés protéger cette immense réserve pétrolière chinoise. Mais la menace d'une extension des inondations se précise pour les 9 millions d'habitants de cette ville de Harbin. Des dizaines de milliers de personnes sont réfugiées sur les digues. Nous avons pu filmer sur place la vie de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, de ces soldats. Commentaire Jérôme Laurent. Le repos du guerrier sera de courte durée. Cela fait 40 jours que ces soldats de l'armée de l'air chinoise ont été réquisitionnés pour se battre sur le front des inondations. Un combat épuisant. Ils sont basés à Rongwu, une ville menacée par les crues du Yangtze. À 300 km de là, voici Tienli et sa digue providentielle pour des milliers de villageois. En fait, leurs habitations ont été sacrifiées et volontairement inondées pour protéger des capitales économiques comme Rongwu. Notre sacrifice sert à sauver ceux qui sont en aval. C'est pour protéger l'autre côté et on ne sait même pas si ce sera efficace. L'eau monte sans arrêt, les maisons sont emportées les unes après les autres. Et quand l'eau sera partie, nous n'aurons nulle part où habiter. On n'a rien emporté de précieux, même pas nos vêtements. On n'a plus rien. Vous avez reçu de l'aide? Le gouvernement ne nous a rien donné pour l'instant. Nous sommes trop nombreux. Et votre maison, elle est où? Ma maison? Elle est juste là-bas, là, sous l'eau. Cela fait 10 jours maintenant que ces villageois ont quitté leur maison. À Tienli, la vie s'organise tant bien que mal. Des rations de riz, de patates douces ont été envoyées aux réfugiés. Heureusement, il reste la pêche pour améliorer l'ordinaire. Plusieurs fois par jour, c'est le même scénario. Les hommes marchent sur la digue pour y déceler les fuites éventuelles. Des vigies se relaient en permanence pour surveiller la montée des eaux. Depuis 1 mois et demi, il n'y a pas eu à Tienli un seul signe de décrue. En Italie, c'est le football qui est maintenant touché par les affaires de dopage. L'ancien joueur de la Juventus de Turin, Vialli, aujourd'hui entraîneur à Chelsea en Angleterre, et Del Piero, l'international italien de la Juventus aussi, ont été entendus par un magistrat, ainsi que le français Didier Deschamps ce matin. Explication Christophe Tortora. Jour après jour, le procureur Guarinello voit défiler dans son bureau les plus grandes stars du calcio. Hier, il a entendu pendant 3 heures Gianluca Vialli, l'ancien joueur de la Juventus. Vialli est directement mis en cause dans les affaires de dopage. L'entraîneur de Rome, par qui le scandale est arrivé, s'est étonné de la croissance musculaire rapide de Gianluca. Aucun commentaire à la sortie de Vialli, étonnant pour un joueur à la verve légendaire.
Ce matin, loin des caméras, à l'abri des regards, Didier Deschamps a lui aussi été entendu, mais à titre de témoin. Pendant 90 minutes, le capitaine des Bleus a dû s'expliquer. Dans un journal, il avait déclaré qu'à la Juve, la carrière d'un joueur est de courte durée. Le magistrat veut savoir si par hasard, le dopage n'est pas la cause de cette brièveté. En fait, depuis les propos tenus par Zdeněk Zeman sur l'existence quasi générale du dopage dans le football italien, les affaires se multiplient. Dernière en date, l'audition hier par un juge de Bologne du médecin de l'équipe italienne. La justice soupçonne une officine de la ville de fournir les sportifs en produits dopants et cette pharmacie a pour client cet homme, médecin de la Squadra Azzurra. En France, c'est le footballeur du Havre, Cyril Pouget, contrôlé positif à la nandrolone, qui a été suspendu pour 6 mois ferme et 12 mois avec sursis par la commission de dopage de la Fédération française. S'agissant toujours du dopage, mais cette fois-ci dans le cyclisme, le parquet de Bordeaux a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire à la suite de la saisie, le 9 août dernier, dans un camion de l'équipe Cofidis, d'une mallette de produits suspects. Reportage David Bazier, Frédéric Grinchec. Dans cette voiture du SRPJ de Bordeaux, qui sort en trombe du centre des douanes, caché sous un blouson, le chauffeur du camion Cofidis, arrêté par les douanes, et le secrétaire administratif de l'équipe cycliste. Toute la journée, ils ont été interrogés sur le mode d'utilisation des produits pharmaceutiques saisis par les douaniers de Bordeaux. L'analyse des douanes a révélé que les mallettes contenaient un certain nombre de médicaments, certains d'entre eux contenant des substances dites dopantes. Et au vu de cela, à l'issue de la procédure douanière, une enquête a été ouverte, confiée au service régional de police judiciaire de Bordeaux, et les investigations sont actuellement en cours. Autrement dit, il ne s'agit pas encore d'une affaire de dopage, car les produits saisis chez Cofidis, bien que contenant des substances dopantes, ne sont pas obligatoirement utilisés pour augmenter les capacités sportives du cycliste. Ce matin, sur le Tour du Limousin, les coureurs entendaient rester sereins. Il paraît-il qu'on a arrêté le camion, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu et je crois que ça va bien se passer. Une confiance qui se transforme en rancœur du côté des responsables de l'équipe. C'est énervant quoi, surtout parce que bon, il n'y a rien du tout et puis on fait un amalgame et puis il y en a assez quoi. Il y en a assez maintenant. Place à la course, place au vélo et puis après on verra bien. L'enquête sur le camion Cofidis contrôlé au péage de Bordeaux dira s'il s'agit d'une affaire de plus dans le cyclisme ou si pour une fois les coureurs avaient raison de se sentir inquiétés pour peu de choses. La nuit dernière, au sud de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, une fusillade a éclaté dans le train international Bruxelles-Rome. Des douaniers procédaient à des contrôles d'identité des voyageurs. Dans ce train, 2 Albanais ont ouvert le feu sur les fonctionnaires qui ont riposté. L'un des Albanais a été tué et 2 douaniers ont été blessés. On ignore pour l'instant les raisons de cette fusillade. Information judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre pour connaître les raisons de la faillite de la compagnie d'assurance vie Europavie. Des milliers d'assurés sont victimes de cette situation. Explication de Sébastien Vider et Christophe Vignal. Robert Morin est avocat. Depuis plusieurs mois, il assure la défense d'une centaine de victimes de la société Europavie. Compagnie d'assurance vie auprès de laquelle 5000 personnes au total ont souscrit des contrats. Mais Europavie a fait faillite et les anciens assurés ne savent toujours pas où est passé leur argent. C'est des gens qui préparaient leur retraite. Ils avaient une retraite comme tout le monde en a, un peu maigre, et ils pensaient avoir de quoi s'acheter une maison ou éventuellement s'établir. Bon, et ils sont actuellement dans la misère parce que c'est toutes leurs économies qui sont passées là-dedans. Sur les 350 millions de francs versés par les épargnants, la liquidation judiciaire ne devrait permettre d'en récupérer qu'une partie à une date encore inconnue. Étrange faillite, le procureur de Nanterre vient d'ouvrir une information judiciaire pour abus de biens sociaux, escroquerie et recel. Les enquêteurs tenteront de vérifier s'il y a eu transfert d'argent entre Europavie et la société française de travaux Tinet, propriétaire de la compagnie. Argent qui aurait abouti dans les coffres de la banque allemande BVH, elle aussi propriété de la société Tinet. Qu'est-ce que les capitaux confiés par des épargnants pour assurer leur retraite, leur avenir, le remboursement de leurs emprunts, bien faire dans les comptes d'une banque allemande qui fait des affaires, c'est-à-dire du risque. Pas moins de 2 juges d'instruction de Nanterre ont été nommés pour ce dossier. Une enquête qui s'annonce longue et complexe, mais que les enquêteurs considèrent de toute première importance. Le syndicat national des fabricants de sucre a conclu un accord sur les 35 heures avec 3 syndicats, CFDT, CFTC et CGC. Cet accord concernerait environ 8000 salariés.
D'ici à la fin de cette semaine, le ministère de l'Intérieur adressera une nouvelle circulaire sur les critères de régularisation des sans-papiers. Cet après-midi, 1 millier de personnes ont manifesté à Paris. Une délégation a été reçue dans les services du Premier ministre, mais certains cas individuels, comme cette jeune femme rencontrée lors de la manifestation par Émilie Lançon et Alice Bétulard, seront bien difficiles à satisfaire. Cet après-midi, Loubma et sa mère sont une nouvelle fois venus à Paris pour demander des papiers. Loubma a quitté le Maroc à l'âge de 13 ans. En France, elle n'a jamais été à l'école et a toujours travaillé au noir. Par 2 fois, sa demande de régularisation a été rejetée et aujourd'hui, si la circulaire Chevènement assouplit certains critères, Loubma n'obtiendra sans doute pas de papier. Moi, j'ai pas de visa. Je suis venue, j'étais jeune avec ma mère, j'avais même pas de passeport. Et là, ils me demandent beaucoup de choses et que moi, j'ai pas. Et ils me demandent les fiches de paye, les impôts, comment on appelle ça, des justificatifs d'école et tout ça. Et j'ai pas ça. Au collectif 93, auquel appartient Loubma, on s'inquiète de la mise en application de la circulaire Chevènement. Il y a des gens qui reçoivent des arrêtés de reconduite à la frontière en ce moment et qui rentrent dans cette circulaire depuis vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Il y a certains qui ont reçu des arrêtés de reconduite confirmés par le tribunal administratif et qui rentrent dans cette circulaire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le problème maintenant. Plus de 70 000 sans-papiers ont déjà été régularisés, 10 à 15 000 demandes devraient encore aboutir, mais les collectifs réclament la régularisation de tous, soit plus de 60 000 personnes. Alors ce que nous reprochons en fait, c'est de toujours rester dans le cas par cas. Ils ont fait un tout petit pas, mais qui est loin d'être suffisant. Comme beaucoup d'autres, Loubma n'envisage qu'une seule solution, obtenir des papiers et ne pas retourner dans un pays où elle n'a plus d'amis et une famille qu'elle ne connaît pas. On a appris hier soir la mort de l'écrivain Julien Green, décédé jeudi dernier à Paris à l'âge de 97 ans. Jacques Chirac, Lionel Jospin, Laurent Fabius lui rendent hommage et parlent d'une œuvre littéraire immense. Geneviève Moll, pour France 2, l'avait rencontré il y a 3 mois. Elle retrace maintenant la carrière de Julien Green. Julien Green naît à Paris avec le siècle de parents du sud des États-Unis. Il a une enfance heureuse, mais la mort de sa mère, alors qu'il n'a que 14 ans, représente pour lui un véritable drame. La mort de ma mère a été la grande tragédie de ma vie. Je n'ai jamais rien connu de plus terrible, mais elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner. En 1916, il s'engage dans les armées alliées, mais on découvre son très jeune âge et il est rejeté. Il part alors pour l'Amérique, où il aurait pu rester après la guerre, mais il choisit la France. Je suis pour la France à cause de la beauté de la langue. La musique française dont on me parle quelquefois, elle se trouve dans la beauté merveilleuse de la langue, qui n'a pas d'égal à mon esprit. Il n'y a pas d'égal à la beauté de la langue française. C'est dans cette langue qu'il commence à écrire. Son journal d'abord, puis des romans. Moncinère, Moïra, Léviathan, Chaque homme dans sa nuit. Une œuvre consacrée à l'exploration du péché, à la beauté du diable, à l'homosexualité, à l'étrangeté du monde, à la difficulté de savoir qui l'on est. La grande question que je me suis posée depuis que je suis enfant peut-être, pourquoi suis-je moi? Publié de son vivant dans la Pléiade, Julien Green laisse, en plus des 17 volumes de son journal, une œuvre immense, profondément chrétienne. Vous savez, il disait, je marche vers une porte fermée, une porte noire, qui est la mort. Mais sous la porte, je vois un ray de lumière qui indique qu'il y a quelque chose derrière. La porte, aujourd'hui, s'est ouverte pour Julien Green. Bernard Pivot, on a l'impression, notamment à travers cet immense journal qu'il a fait, que Julien Green, c'était à la fois sa vie et son œuvre et tout ça, c'était confondu. Oui, c'est exact. Il est dans la tradition, une grande tradition française, que pour citer simplement Chateaubriand, Proust ou Gide, sont des gens pour qui écrire et vivre, c'est la même chose. On vit pour écrire et on écrit sur ce qu'on vit. Vous venez d'entendre, il vient de dire « Pourquoi suis-je moi ?» Ça a été la grande question et il a écrit des livres et des livres là-dessus. Alors, ce qui est tout à fait singulier chez Julien Green, c'est l'opposition assez incroyable
incroyable entre son style, qui est clair, qui est limpide, qui est cristallin, c'est de la musique, c'est vraiment de la musique, et puis alors les personnages de ces romans qui sont vraiment très très noirs, et puis lui-même qui est complexe, qui est déchiré, qui est partagé entre, on vient de le dire, entre les élans sexuels qu'il a connus pendant évidemment de très nombreuses années, l'homosexualité, donc le péché, donc la faute, et puis de l'autre côté, bien entendu, Dieu et la foi chrétienne. Il y a toujours une grande question quand un écrivain comme Julien Green décède, c'est qu'est-ce que la postérité retiendra à la fois de cet homme et de son œuvre? Alors, c'est un écrivain catholique, hein, c'est l'un des trois grands écrivains catholiques, puisqu'il y a eu Bernanos, Mauriac et lui. Alors, qui dit écrivain catholique dit postérité, mais qui dit aussi paradis. Donc on peut espérer que ces trois-là iront au paradis. Parce que s'ils n'y vont pas, vous et moi, mon cher Claude, nous n'irons pas. Alors ça, c'est probable. Mais moi, je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui d'accéder à la postérité qu'au paradis. J'ai pas d'informations sur le paradis, mais je le vois assez grand quand même. Je le vois assez grand. Mais la postérité, elle est terrible parce qu'elle laisse tomber beaucoup de gens hein, à mesure qu'elle avance dans l'histoire. Alors, restera-t-il pour ses romans, pour Léviathan, pour Minuit, pour Chaque homme dans sa nuit? Chaque homme dans sa nuit, c'est tout green déjà, ce titre, peut-être. Moi je pense qu'on continuera de lire quelques-uns de ses romans. Il y a son journal, quelque chose, un édifice énorme. Il a de revoir tout le siècle avec lui. Oui, mais alors est-ce qu'au XXIe siècle, on va prendre la peine de lire des volumes et des volumes qui racontent au jour le jour la vie d'un individu? Ça j'en doute. Mais je pense qu'il restera, parce que je crois que c'est son chef-d'œuvre. Et j'invite les téléspectateurs qui n'ont jamais Julien Green à lire ces ouvrages-là, parce qu'ils vont les trouver dans le livre de poche, c'est assez facile. C'est son autobiographie en 5 volumes. Mais il faut surtout lire les trois premiers qui s'intitulent Partir avant le jour, 1000 chemins ouverts et Terre lointaine. Ça, c'est vraiment le chef-d'œuvre, à mon avis, bien entendu, de Julien Green. Alors, on retrouvera Julien Green en votre compagnie. C'était un apostrophe de 1983 et France 2 le rediffusera jeudi à 23h50. Merci. En sport, championnat du monde d'athlétisme handisport à Birmingham en Angleterre, l'équipe de France a enlevé 21 médailles dont 8 titres mondiaux. C'est donc un bel exemple pour l'équipe de France d'athlétisme qui est engagée à Budapest dans les championnats d'Europe, même si l'on est un peu inquiet pour Diagana. Reportage à Budapest, Laurent-Frédéric Bollet et Bruno Giraudon. À Budapest, il n'y a pas de galop d'essai. D'accord pour une cérémonie d'ouverture au goût de folklore, mais bon, c'est pas tout ça. Si les danseurs courent, les athlètes ont eux aussi le droit d'effectuer de drôles de pas. C'est bon, t'as un marcheur, tu lui fous dans la gueule. Vas-y. Christine Aron et son entraîneur Jacques Piacenza. Une équipe de choc pour une sprinteuse de rêve. Christine Aron, qui en l'absence de Marie-Josée Pérec, blessée, est devenue la nouvelle vedette de l'athlétisme français. Au départ de sa série, la reine Christine peut être confiante. Après avoir pulvérisé le record de France en 10 secondes 85, elle est sur les tablettes, la favorite du 100 mètres de ces championnats d'Europe. En tout cas, c'est une victoire facile, claire, nette, sans bavure et surtout de bon augure. J'essaie à chaque fois de faire bien. Bon, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Bon, je pense que là c'est pas trop mal. Il faudrait que je regarde encore ma course. Mais je suis assez satisfaite de cette première course. En revanche, ambiance plus tendue du côté de Stéphane Diagana. Le Français est blessé à la cuisse, la faute à un nerf qui se bloque et qui l'handicape. Le forfait est même carrément envisagé. Finalement, Stéphane s'aligne au départ de sa série du 400 mètres haies. Une série que d'ailleurs il remporte et brillamment et dans un bon temps. Alors, on ne sait plus trop quoi penser à 2 jours d'une éventuelle finale. Je me sens en forme physiquement globalement parce que je suis vraiment à l'aise sur la fin. Mais j'ai ce petit problème. Si ce problème me laisse tranquille là, pour les prochains tours, ça pourrait donner quelque chose de bien. Et on va voir, c'est un peu le point d'interrogation. Je vais voir jour après jour. Et s'il en est un qui vit ça douloureusement, c'est son entraîneur. Impossible de regarder son protégé souffrir. Il est parti avant la fin. L'athlétisme, ça se vit passionnément ou pas. Et vous pourrez continuer de suivre ces championnats d'Europe en direct demain sur France 2 et sur France 3. Demain soir, c'est à Vienne, en Autriche, que l'équipe de France, championne du monde de football, étrenne son titre. C'est un match amical. Les Bleus sont largement favoris. Pour l'instant, ils s'entraînent. Reportage Christelle Bertrand, Jacques Girard. Depuis le mondial, c'est la première fois que l'équipe de France est réunie. L'effectif n'est pas au complet. Roger Lemaire n'a que 12 champions du monde sur le terrain. Il a donc fallu recomposer l'équipe et appeler des petits nouveaux. Vérel et Dehu sont les 2 bleus des tricolores. Ils sont champions de France avec Lens et fiers d'intégrer l'équipe championne du monde. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. Ils ont bien eu le message. J'ai appris ma sélection par le biais de mon répondeur, en voyant que les messages s'accumulaient, tout simplement. C'est vrai que sur le coup, on a du mal à réagir quand on se dit c'est pas possible, c'est pas moi, ils ont dû se tromper. Et non. Avec le forfait de Barthez, Bernard Lama a sauté sur l'occasion. Le gardien du PSG ne parle pas, il préfère s'exprimer sur le terrain.
Et même s'il y a des lacunes en attaque, toute l'équipe de France prépare son premier match d'après-mondial avec sérieux. Je crois que la pire des choses, c'est qu'à ce moment, ils ne redoublent pas de concentration, surtout ce soir, parce que c'est ce soir le plus important. Ils ont les fatigues, les vicissitudes du voyage. À partir de là, il faut qu'ils soient très attentifs ce soir. Et moi, j'ai pas à les bousculer. Tranquillement donc, Roger Lemaire met son équipe en place. Demain, les champions du monde vont rester à l'écart. Ils ont besoin de calme avant de faire à nouveau parler d'eux. Voilà, fin de ce journal dont je vous rappelle maintenant les principaux titres. Le président des États-Unis avoue une relation déplacée avec Monica Lewinsky. Il risque une procédure de destitution pour parjure. L'IRA Véritable revendique l'attentat d'Omagh en s'excusant pour les victimes civiles. Première funéraille aujourd'hui de femmes et d'enfants. L'écrivain Julien Green est décédé jeudi dernier à Paris à l'âge de 97 ans. Il rédigeait chaque jour son journal depuis 1919. Dans quelques instants, Isabelle Martinez confirmera pour demain un beau temps ensoleillé. Et puis ce soir sur France 2, une superbe soirée de cinéma avec Bagdad Café et Brésil avec les Monty Python. Et puis le journal de la nuit vous sera présenté vers 1h du matin par Florence Duprat. Demain à 7h50, Alexandre Adler répondra aux questions de Françoise Laborde aux 4 vérités. À demain 20h, bonsoir, merci.